Jean! Jean! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais quoi? Non, pas un truc avec mes mains, c'est sûr. Ouais, ok. Bon, j'ai un truc à te proposer, un projet. T'as du temps libre là? Oh bah oui, là, en ce moment du temps, j'ai que ça, oui. Cool. Donc, c'est un projet de long métrage. Et en gros, on anime tout nous-mêmes de A à Z. Full straight ahead, on se laisse porter par le flow. Tu me suis? Ouais, ça a l'air un peu casse-gueule ton truc, mais vas-y, pourquoi pas. Mais justement, c'est ça qui est cool. On oublie un peu les règles, on anime au feeling et le résultat apparaîtra devant nos yeux petit à petit. Je sais pas, il faut que je réfléchisse, mec, là, c'est un peu tendu quand même. Ouais, non, bah bien sûr, moi je te dis ça comme ça. Enfin, prends ton temps si tu veux, 2-3 jours. Allez, on le fait. Sérieux? Ah ouais. Bon, techniquement, tu vois ça comment, par contre? Ah bah, full Maya, évidemment. Genre, ah non, stop, c'était une blague. Non, repose cette hache, s'il te plaît, ne te coupe pas les mains. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on vous parle de la jeune fille sans main. Hé, rapido! Ouais, Rosmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Laurie, je suis content. Et ton grain. Efficace la potion. Y mettre quoi dedans? La rivière Kouakou. On connaît bien, hein, on y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de La jeune fille sans main, un film d'animation traditionnel peint à la main, sorti en 2016, réalisé et animé par Sébastien Lodenbach, à qui on doit notamment Linda veut du poulet, plus récemment. Au doublage en VF, nous avons Anaïs Demoustier, qui est la jeune fille, Jérémy Elkaïm, qui double le prince, Philippe Lodenbach, le diable, Olivier Broche, qui double le père, Sacha Bourdeau, le jardinier, Françoise Lebrun, qui double la mer, et Elina Lovenson, qui double la rivière. Le film a remporté, notons-le, le prix du jury à Annecy en 2016. Avec moi, pour parler du film, aujourd'hui, Robin. Bonjour. Ça va ? Ça va. Oui, oui. Et, revenu d'entre les revenants, il paraît que le diable lui a fait un deal et qu'il a dû lui filer ses mains pour construire sa maison pendant 2 ans. Et Sacha! Et bonjour, Ça c'est va pas pratique de construire une maison sans les mains, Ouais. je tiens à noter. Ou alors c'est le diable qui bosse pour moi, et Exactement. du coup je suis inquiet pour la maison. Ça va? Ça va. Ça faisait Rendu, longtemps pour revu. nos auditeurs, pas pour moins pour nous. Oui. Ouais, nous Oui. ça va. Nous ça. parlons outre-Atlantique. Ouais, nous, tu nous as presque J'ai pas manqué troqué, finalement. Non, nous ça va, une fois tous les 10 ans c'est bien. Après, on Voilà. sature. Et évidemment, qui c'est qui va résumer le film? Qui c'est Je sais pas, franchement. Moi je Olivier. parierais sur un de vous deux. Je sais pas. Allez, Sacha, c'est Ah, j'avais parti. oublié cette petite Ah tradition. bah oui. Eh bien, c'est l'histoire d'un cher meunier, un monsieur qui moud du grain, qui a l'air un peu dans la dèche et qui, du coup, décide d'accepter l'étrange deal que lui propose un inconnu dans la forêt, à savoir, tu me donnes ce qu'il y a derrière ton moulin et tu seras plus riche que tu ne pourras jamais le rêver. Et le mec se dit, bah, y a rien derrière mon moulin. Allez, vas-y, prends ce qu'il y a derrière mon moulin. Sauf que le gars savait pas que, derrière son moulin, il y avait sa fille. Et donc le diable est venu échanger sa fille pour la richesse du meunier. Voilà. Puis après, ça part en couille, quoi. Truc de On tue les proxénétisme. femmes, on coupe des mains, tout ça. Meunier, tu dors, ton moulin bat trop vite, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Excellent résumé. Votre avis sur le film? Je suis beaucoup plus carré sur les jingles. Ouais. J'ai dégagé les jingles qui n'avaient plus lieu Ouais, d'être. Je tiens à dire que Sacha s'est pas démonté, a pas perdu la main pour le Non. résumé. Ah non, ça oui, la Absolument propreté. Bah, qu'est-ce que vous Alors avez... que j'avais complètement Qu'avez-vous pensé du film, Robin? Tiens. Moi, je vais revenir sur le fait que tu as dit que c'était lui qui avait fait Linda veut du poulet. Oui. Déjà, j'avais pas fait mes recherches, donc j'avais pas vu que c'était Il a co-réalisé avec Chiara Mastra. extrêmement deg de l'avoir loupé cette année parce que c'est un des rares que j'ai loupé avec Ah, Soroko. ouais. Et 3, qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'était une dinguerie. Je l'avais jamais vu et quand je l'ai regardé, ouais, tu l'avais déjà vu toi? Ouais. Ah ok. Non, moi c'était découverte. Je savais pas du tout que ça partait d'un conte de Grimm et j'avais juste vu en fait le style graphique et dinguerie en fait. Trop content de l'avoir vu, trop bien réalisé. Ça change tellement de ce qu'on a l'habitude de voir quand on nous raconte des contes. Que ça fait plaisir à voir et j'aime bien les choix artistiques de couleurs et de musique qu'il a décidé de faire. Voilà. Et toi, Jean ou Sacha Sacha, vas-y. Alors, pour être très honnête, je l'avais vu une première fois sur une rediff télé Arte, un truc dans le genre. Et quand j'ai vu que vous le faisiez pour le podcast, j'étais un peu touché que vous fassiez un film aussi peu connu. Tu vois, je me suis dit, bah, je veux participer, je veux pas les laisser tous les deux pour un film aussi cool. Mais je m'étais dit,
Bah, je me souviens vaguement du film, je vais me le faire en x2, tu vois. Je lance le film, vitesse normale, je me dis, allez, je me fais juste l'intro en x1 et après, j'accélère parce que un peu la flemme, tu vois. Et puis après, le diable arrive et tout, je fais, bah, vas-y, juste les péripéties avec la fille en x1 et après, j'accélère. Puis au générique de fin, je me suis dit, bon, peut-être que le générique de fin, je le mets en x2. Je me suis Ouais, mais il est carrément pas fait si long que embarquer ça en par le plus. film. Donc, Non, il est pas long, 1h10. Ouais, 1h15, mais non, mais Même le, s'il le est- générique de fin, je veux dire, il est. Il Oui, fait en 30 plus, le secondes, générique quoi. de fin, il est court. Mais même s'il est peu parlant, le film, tu Ouais. vois, qu'il y a quand même une certaine ambiance, qu'il est plutôt muet, que ça parle d'un conte, c'est lourd et tout, je me suis complètement fait avoir, embarqué, et j'ai tout rematé d'une seule traite. Un vrai kiff. Et toi, Jean? Ben, pareil que toi, première fois que je le voyais, j'avais jamais entendu parler. En fait, on fait ce film parce qu'on nous l'a suggéré. Je sais plus si c'était en commentaire de YouTube ou sur un Exactement. message sur Instagram. Ah, trop bien. Énorme surprise. Donc merci à la personne qui nous l'a recommandé déjà, premièrement. Mhm. On Je crois que son retrouvera nom sur YouTube, c'est nom. Julien. C'est ça. Ok. Merci Julien. Ouais, énorme claque. Merci Dédé. Incroyable. Incroyable, vraiment, genre, au début, moi j'avais juste vu l'affiche, donc je m'attendais à rien, puis ça commence et je fais, ah putain, ok, le style, pas facile. Puis tout le long du film, je Mhm. fais, ah, vraiment, ça a vraiment pas dû être facile pour les animateurs de garder le même style tout le long du film. Puis elle arrive à la fin, je vois le générique, je fais, Animé par un gars. mais, pardon, mais ce mec Eh, est moi, un la même grand aussi. malade. J'ai dit, Je savais dit à pas. ma compagne, attends, on laisse défiler le générique, il va y avoir les animateurs parce Ouais, que ouais. il y a juste Ouais. écrit animé et réalisé Mais par pareil. le réal et je fais, ok, vas-y, il y a sûrement l'équipe et tout, tu vois les producteurs, ouais, ok, Ah. tu vois le son, d'accord, et je fais, il y a pas de, c'est Donc, lui tout seul. Pour vous préciser de ce dont on parle à nos auditeurs, le film a été entièrement dessiné de A à Z par le réalisateur Sébastien Leneubach, d'accord? Il n'y a pas d'autres personnes que lui à l'animation, au Mode dessin, solo du machin. ghetto. Il a tout fait, Un seul grand malade. tout seul. Donc il a peint, il a pris un pinceau, il a pris des papiers, il a commencé à peindre, et voilà, ça a fait un film. Et il a fait le film. Et du coup, ça donne Si un seulement truc, c'était aussi facile mais que ça donne un espèce de truc hyper... tu sais, c'est hyper éthéré, il y a un côté où il y a des dessins qui sont pas Ouais. finis, mais ça Mhm. marche. Et du coup, tu as ce côté vraiment hyper organique, là, c'est fou, quoi. Puis là, après, il a chopé des très très bons doubleurs aussi. Ça, Mhm. c'est Ce qui est vraiment fou, cool. c'est qu'il y a quand même une sacrée cohésion à lui tout seul Ouais, sur un film. Tu vois, il s'est pas épuisé, il s'est pas perdu dans le Exactement. style d'anime, dans les volontés dans les recherches de mouvements, de tout. Il s'est pas paumé. Alors que à toi tout seul, sur un truc aussi long. mais Et c'est surtout, il a c'est utilisé, très beau aussi. il a utilisé l'animation pour ce que c'est. Et genre, on en parlera là pour le prochain épisode aussi, mais il a vraiment utilisé l'essence de l'animation à la perfection. Exactement, ouais. Quand les persos, juste avant qu'elle se fasse couper les mains, qu'elle devient, t'as vraiment les dessins qui changent super vite et tu vois Mhm. qu'en fait, Ouais, ouais. émotionnellement, tu sens ce qu'elle a dans sa tête. Le père, Mhm. une fois qu'il a coupé les mains de sa fille, il a une tronche. Ouais, On j'adore. dirait un dessin de De Dali squelette, où quoi. ça me fait Ouais. penser, ouais, tu vois, où tu fais, waouh, ok, on voit qu'il va pas bien. Et vraiment, juste, Le ça cri te. de Munch aussi, ouais. Ouais, Mm. tu vois, ça t'envoie Ça fait un peu dans des recoins d'émotions et de sentiments qui sont juste visuels. Et Mhm. c'était une dinguerie, quoi. C'était incroyable de voir ça. Ouais. Ouais, il est assez ouf ce film, du coup. 5 sur 5, 10 sur 10. Enfin, genre vraiment, là, je suis fini le film, j'ai fait OK, what the fuck. Je viens de On le découvrir- remet. Ouais, alors, j'ai envie de le revoir en fait. Ouais, ouais. C'est vraiment une grosse réussite et je suis vraiment étonné d'être passé à côté. Puis surtout qu'il était à Annecy quand on y était la première fois. En Ouais, 2016. Ouais, on ouais. était plus jeunes. Ouais, c'est vrai. On aimait les grosses On voulait majors. Ouais, voilà, on On voulait était tous voir le vendus. Disney. Voilà, on Ouais, voulait voir quoi. C'était le quoi? C'était DreamWorks. le monde de Dory. On a tous sauté Ouais. là-dessus. Ouais, bah, putain, super, génial. Ouais. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Et c'est moi qui commence. Alors, je vais vous parler C'est quoi justement ton coup de génie, Jean d'un truc. C'est quoi ton coup de génie, Jean? Ah, c'est marrant, il y a un décalage. Ouais. Ça va Ouais. être la distance. Ah bon? Ouais. Je crois qu'on a déjà ouais, fait ça cette va être blague ça. à l'épisode qu'il avait Ouais. enregistré il y a un an. Ouais. Bref, donc on vient d'en parler justement quand la jeune fille se fait couper les mains. Donc le principe c'est que le diable veut la récupérer, sauf qu'en fait elle est trop pure. Et Mhm. donc il peut pas. Parce que même en fait au début sa mère la lave pour pas que le diable puisse la récupérer, mais en fait après son père dit arrête de la laver, il la séquestre dans un arbre. D'ailleurs c'est affreux, sa mère veut aller lui jeter de l'eau pour la laver, se fait bouffer par les chiens, donc juste elle meurt. C'est horrible. Mais c'est vraiment genre le film est affreux et mais en même temps super beau. Du coup t'es un peu dans un entre-deux. Et donc la jeune fille, en gros, lui dit, bah, là, elle a pas les mains propres, donc non, elle a les mains trop propres, c'est ça. Mhm. Donc vas-y, coupe-lui les mains, puis je prends le reste. Donc la jeune fille accepte de se faire Simple, couper les quoi. mains pour sauver un peu son père et la richesse de son père. Elle veut parce qu'elle veut pas causer du malheur à son père. Sauf qu'après, elle Mhm. pleure sur ses moignons. Mhm. Ouais.
Et du coup, le diable dit, mais elle est trop pure, elle a pleuré sur ses moignons. C'est vraiment genre, c'est complètement con, tu vois, mais ça marche trop bien. Puis visuellement aussi, il y a des changements de couleurs qui font que tu comprends très, très vite ce qui se passe. Et du coup, le diable lui dit, bon, bah tant pis, je viendrai récupérer mon dû plus tard. Puis le diable est un personnage récurrent dans le film, on va le voir tout au long de l'épisode. Et en fait, c'est là où le meunier se rend compte qu'il a tout perdu, en fait. Parce que non seulement il a tout perdu sauf sa richesse, mais sa richesse lui sert plus à rien. Et c'est là où on vous disiez, là, son visage change. Et donc, il a la tête, comme le cri de Munch, comme une tête de mort un peu. Donc, en fait, il est déjà mort. Et on se rendra compte beaucoup plus tard qu'en fait, il va se suicider. Mais on l'oublie complètement, ce personnage. Et lui, il a complètement tout perdu. Et c'est tellement retranscrit visuellement. Tu sais, t'as pas besoin de paroles, en fait. Tu comprends. Il y a un petit dialogue et tout. Il y a la fille, sa fille lui dit qu'elle se casse. Mais tu sais, elle lui en veut, quoi, en fait. Elle pensait pas qu'il allait. Je pense que dans sa tête à elle pensait pas qu'il allait vraiment lui couper les mains. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et le diable, lui, il a un peu gagné à ce moment-là. T'sais. Il dit, je m'en fous, en fait, je l'ai détruit, ce mec, et c'est un peu ça. Il veut faire je me suis chaos. déjà bien marré. C'est ça. J'ai détruit ce mec, j'ai détruit sa famille. Non, il est ouf. En plus, le dialogue, il est pas le dialogue du père qui se rend compte qu'il est niqué par le diable, que sa fille veut se faire couper les mains. Les mots sont pas hyper puissant, le jeu de l'acteur est pas hyper poignant, mais en fait juste avec les dessins qui sont super forts, t'as tout qui prend une autre dimension. Tu sens le mec atterré, il prend les mots les plus simples, il a la voix atone et c'est encore plus marquant, quoi. Ouais. Tout passe par le visuel et comme vous disiez, les changements de rythme dans l'animation aussi. C'est vraiment vraiment très très cool. Et sois assuré qu'il aura de douces pensées pour sa fille. Bonne. Ah! Elle a pleuré sur ses moignons. Meunier, qu'as-tu fait une fille si pure? Une larme lui suffit. Je serai bon prince. Garde ta richesse. Je trouverai un moyen de récupérer mon gain avec les intérêts. Meunier tué, meunier tu restes. Tout l'or du monde ne te rend pas seigneur. J'ai tendu les mains, c'était pour que tu les prennes et me protèges. Avais-je le choix? Je jette mon or à tes pieds. Mes pieds n'ont que faire de ton or. Ils ne désirent que marcher. Le plus possible. Et m'éloigner de toi. Dur. Ouais, je disais que les images étaient fortes, mais en fait les dialogues et l'écriture est tout aussi forte. Il y a vraiment des belles oppositions. Il lui dit tu es meunier, mais tu seras jamais seigneur malgré toute la richesse. Par opposition avec le prince plus tard, qui lui est un grand seigneur, tu vois, alors qu'il n'y a pas un déploiement de ses richesses particulièrement. Genre sa richesse, elle vient plutôt de son attitude et de ses valeurs. Et il y a aussi le côté je jette mon or à tes pieds, elle vient de perdre ses mains. Tu vois, il y a un jeu comme ça, en parlant de ses mains d'ailleurs. Mais en parlant de ses mains d'ailleurs, je voulais prendre au début, peut-être aussi en extrait, j'ai hésité avec l'intro du film en fait, tout le début, mais qui est moins radiophonique. Et c'est que des plans sur des mains. Et c'est que du travail manuel en fait. Et donc ça te fait un espèce de foreshadowing vraiment très très cool. Ouais. J'avais pas fait gaffe. Ah, c'est vrai qu'il y a il y a un gros focus et ça arrive aussi un avec petit planté d'anime de quand elle lave le linge, tu le retrouves après. Exactement, il y a tout le truc, il y a un focus avec le jardinier aussi, il y a une espèce de mise en opposition avec le jardinier qui fait des trucs manuels, qui peint, qui s'occupe du jardin avec ses mains. C'est le moment où on en reparlera, mais elle a des fausses mains, on va dire, mais qui lui servent à rien. Donc Mais là, comme on a pu entendre l'extrait maintenant, je vais rebondir sur un truc qu'on n'a pas encore discuté, c'est le son. Le style d'animation. Ouais, bon, les voix des voix sont master. Hein. Ouais. Mais le style d'animation, donc, c'est des lignes. Des fois, en fait, moi, j'avais l'impression de regarder un film d'animation fait avec du dessin d'observation que tu fais, tu sais, quand tu dessines des cornes. C'est ce que j'ai noté, genre on dirait un carnet de croquis. Un carnet de croquis, puis ça s'anime, tu vois. Donc, pour que vous ayez une idée, voilà, c'est ce genre de dessin, c'est à ça que ça ressemble, avec différentes couleurs, et souvent des couleurs qui vont dénoter de la réalité. Et souvent, chaque personnage va avoir sa couleur. Notamment, la fille, elle est souvent en bleu. Le père, il est en bleu foncé. Enfin, ce genre de truc. Le diable, il est souvent en noir, forcément. Voilà. Et en fait, comme on a une déconnexion visuelle de la réalité, le son vient et permet de réancrer, en fait, je trouve, l'histoire dans le réel avec les bruitages qui vont au bon moment. Et en fait, des fois, il se permet, grâce à ça, de ne pas animer certains mouvements.
et de pas animer certains inter ou in-between ou ce genre de trucs. Et juste le son, va nous faire lire en fait le mouvement. Je vois par exemple quand elle tend les draps ou qu'elle le met au bout d'une corde à linge, il a pas animé le fait que tout le drap se déplie, juste on entend le bruit du drap qui se déplie et on a compris et on n'a pas besoin d'aller plus loin et ça supporte vachement l'animation. Et je trouve que c'est vraiment un bon mix. Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Dans une interview du réel, justement, il parle du son. Et en fait, il dit qu'il avait un style d'animation qui était tellement irréaliste, tellement expérimental, tellement un peu flou, un peu vague, comme tu dis. Et en fait, il a dit il avait peur en fait, de perdre son audience, donc il s'est vachement appuyé sur des sons très réalistes, justement. Ah, ok, trop bien. Voilà. Il a fait exprès, c'est une vraie volonté. En plus de raccorder, de te permettre de faire en sorte que l'animation soit plus compréhensible ou que tu décroches pas. C'est ça. En fait, tu es ancré par le son. Oui, en plus, ça fait de grain. L'anime te fait une caresse sur les yeux et t'as le travail du son et de la musique qui te fait une caresse sur les oreilles. C'est fou. Il m'a beaucoup marqué en termes de son et de musique, ce film. Oui, la musique aussi est belle. Oh là là. Elle est folle. Il a mis très longtemps à le réaliser. Monsieur Sébastien Lodenbach. Non, mais je cherche le compositeur Olivier Mélano. Bah, du coup, on peut rebondir sur ton coup de génie, Sacha. Oui, allons-y. Oui, exactement. C'était sur la musique parce que je suis allé écouter un peu ce que faisait monsieur Olivier Mélano. C'est très marrant parce qu'en termes de musique, ça recoupe un peu le style du film. C'est très vaporeux, très éthéré comme musique avec beaucoup de sons lancinants, très peu de. C'est pas hyper rythmé, tu vois. C'est vraiment presque psychédélique, abstrait et du coup, ça va assez bien avec le film. Et là, dans le film, il a fait des petites compositions à la guitare qui sont vraiment un délice, quoi. Les mélodies sont absolument sublimes. Elles arrivent toujours. Je trouve qu'il y a un super rythme aussi avec la musique. Aucune action, aucun avancement de scénario, enfin, aucune action des personnages est sous-tendue par la musique. Tu vois, la musique, elle arrive toujours quand les personnages ont rien à dire, quand ils voyagent et tout. Ça fait sur les ellipses, il y a beaucoup de. Sur les montages. Merci, putain. Merci, j'avais perdu le mot. Oui, ils font les ellipses visuelles. Il y a qu'à ce moment-là que tu as de la musique et ça fait vraiment ce petit chapitrage, ce petit séquençage de un grand moment de silence où tu n'as que des bruitages, des personnages qui parlent et beaucoup d'action et puis après des ellipses avec de la musique. Ça marche trop bien. Il y en a une que j'aime particulièrement, c'est quand elle commence à partir de chez elle. Et à un moment, il y a toute une séquence en fait de voyage et une espèce de plan de vol en fait qui serait l'équivalent d'un plan de drone ou d'hélicoptère au cinéma, mais qui est fait du coup en animation. Et vu la méthode comment il l'a fait, c'est très 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 bien réussi. Puis on arrive dans le château en fait. Et ça marche. Tu sais, à un moment tu te demandes, ce voyage du moulin au château. Où est-ce qu'il va avec ça et tout. Et en fait c'est vraiment fou, quoi. Ça marche trop bien. Et la musique par dessus vient juste soutenir cette espèce de rythme un peu lancinant de voyage, de vol. Et du coup, t'as pas le temps de t'ennuyer. En fait, tu te mets dans ton canapé et tu kiffes le trip. Tu kiffes un bon morceau de son. Bah, moi, celui que j'ai choisi, c'est celui du générique de tout début du film, où ça commence avec des plans sur la mer, je crois, le ciel et la mer, et t'as tout de suite la musique et tu rentres immédiatement dedans, ce qui est un peu classique en vrai, comme tu vois, tu commences un film avec de la musique, mais là, ça te met tout de suite dans l'ambiance. Un sujet filmé, entre guillemets, représenté qui est quand même assez ouvert et vaporeux avec cette musique-là. Ouais, voilà, puis t'as de la symbolique, si la mère avec l'idée du voyage, parce qu'elle va faire un voyage initiatique. Et les bruitages, qui sont les bruitages. Et je me suis fait des réflexions en mode sur des bruitages de pas sur du parquet. Et je crois que c'est dans le château quand elle accouche, enfin c'est quand elle est dans le château du prince, je crois. Il y a des personnages qui se déplacent et t'entends juste le bruit des pas sur le parquet. Je me suis dit, waouh, il est tellement kiffant ce bruit de pas sur le parquet. Et en vrai, j'en ai besoin parce que le personnage, il est pas cadré ou il est pas dans la scène, mais au moins je comprends qu'il se déplace, il va quelque part. Il y a que ce bruitage-là, il est super important et en fait, il crée toute l'ambiance de la pièce. J'ai pris aussi une petite claque en termes de bruitage. Il y a juste ce qu'il faut. Ils ont pas tout bruité. Ils ont bien bruité les. Oui, ça te donne aussi des infos sur les matières, comme son dessin et son. Il n'y a pas de coloriage, c'est vraiment juste le trait, la ligne d'action, le truc. T'as pas la matière, tu sais pas si c'est de la pierre, si c'est du bois, si c'est du tissu. Et en fait, ça va te donner aussi de l'information sur la matière et tu sais sur quoi on marche, qu'on tient dans les mains, si c'est du métal, quel bruit ça fait. Enfin, c'est vraiment. Ça habille tout le film en fait, c'est incroyable. Exactement. On s'écoute un petit morceau. Allez.
Moi, je vais parler d'un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le film. Il m'a un peu fait rigoler. Donc, c'est le personnage du jardinier qui est un peu l'assistant du roi. Mais il n'est pas jardinier, le gars. Il est jardinier, il est menuisier, il fait le linge, il fait le ménage, il fait absolument tout. Mais on l'appelle le jardinier parce qu'à la base, il fait ça. Mais comme tout le monde part à la guerre, il se retrouve en fait à avoir tous les rôles. Et en fait, moi, je parle d'un moment qui m'a un peu confus dans le film et que j'ai trouvé tellement bien qu'on me l'explique de la manière dont c'est expliqué plus tard. C'est la relation épistolaire qui est entretenue entre la femme et le roi. Et en fait, lui, il écrit pour la femme que il y a un bébé qui vient d'arriver, il est magnifique, il est beau, c'est le plus beau bébé du monde, et il envoie ça sur le front. Et le roi reçoit, c'est une créature monstrueuse, et tu fais, attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce qu'en fait, pendant un moment, on te fait presque oublier que le diable, il est quelque part. Je crois que vite fait, on te le rappelle, il y a un insert sur le cochon à un moment, en noir, comme ça, qui les regarde. Mais t'es plus trop là-dedans parce que tu fais cool. Elle a enfin trouvé quelqu'un qui l'aime, il lui a offert des mains en or. Bon, alors, par contre, les mains, j'aimerais bien qu'on parle de la pose. Je me dis, c'est vraiment pas pratique de ouf. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que justement, ça apporte une demande d'intention, mais ça lui sert à rien et au final, elle finit par les enlever. Ouais, c'est ça, mais je trouve que c'est vraiment pour regarder ce truc un peu distingué des princesses. C'est même handicapant. Ouais, c'est handicapant. Et du coup. En fait, le roi, tu te demandes en fait ce qu'il va faire par rapport à cette réponse qui a été falsifiée, par rapport à cette lettre qui a été falsifiée, et il répond quand même, même si c'est un monstre, on va le garder, c'est mon enfant. Et sauf que le jardinier reçoit, c'est un monstre, tue-le. Ok, donc s'il revient à la maison après la guerre, qu'il n'y a pas son enfant, alors que dans la lettre il lui a dit de pas le tuer, ça va être une catastrophe. Et il y a tout un truc avec c'est vraiment le conte à l'ancienne, donc tu as les rois, les héritiers, il faut faire assumer la descendance. En plus, c'était un petit garçon, donc t'as plein de choses comme ça qui se passent et tu te dis qu'est-ce qu'il va faire comme choix, tu vois. Mais en même temps, tu vois que le jardinier, il était là pour l'accouchement, il est là pour l'aider, qu'elle normalement, elle s'énerve, elle veut enlever ses mains, puis il essaie de rester avec elle et de la soutenir dans tout son process. Et donc, lui, il n'arrive pas à aller tuer le bébé. Et donc, il tue l'agneau qui, en fait, est en train de téter les seins de la femme. Ouais. Alors, ça aussi, parce qu'elle n'arrive pas à donner le sein, donc c'est un agneau qui récupère le lait. Et du coup, il tue l'agneau et il lui dit « Partez, cachez-vous le temps que vous voulez ». Et en fait, j'ai trouvé ce moment charnière. Je me suis dit « C'est trop bien le choix que le jardinier a fait ». Parce qu'au pire, il rentre, il dit « Bon, ma femme, elle est partie avec le bébé, je peux la retrouver, les deux sont en vie ». Au pire, elle est partie avec le bébé, bon, je vais la retrouver, je vais la tuer. Et du coup, dans les deux cas, il peut assouvir l'un ou l'autre. Mais je me suis dit, au moins, il y a un truc de... En fait, j'avais vraiment peur du retour du roi et de ce qui allait se passer. Et voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment, ce moment vraiment beau. Et du coup, voilà. Et pareil, le jardinier, lui, c'est quoi la couleur? C'est le orange. Il est tout le temps dessiné en orange. Et lui aussi, il a une sorte de sound design qui est bien particulier à lui. Sa voix, elle est aussi particulière. Et j'aime bien la manière dont il lit la lettre, parce qu'il répète les trucs vraiment pour être sûr de bien comprendre, genre c'est un monstre, tuer l'enfant, puis il le répète un peu en soupirant, en faisant attends, j'ai bien relu ce truc. Ouais, puis t'as un double quiproquo qui s'installe. Parce que le diable intercepte la première lettre que la femme envoie, donc que la jeune fille envoie au prince pour lui dire mon enfant il est beau, il est sain, il est en bonne santé, tout va bien. Le diable intercepte la lettre pour la changer, pour dire c'est un monstre machin avec des cornes, des trucs. Et le prince, sa vraie réponse en recevant la fausse lettre du diable, c'est dire je me fous que ce soit un monstre, c'est mon enfant, c'est mon fils, je l'aime et j'ai hâte de voir. En or 3000. C'est ça, et du coup, le diable réintercepte la lettre en mode bon, il commence à me casser les couilles, à être un peu trop pur. Et hop, du coup, il dit ce que tu disais, de zégouiller l'enfant, quoi. Et en fait, moi, j'étais confus parce que je fais attends, mais j'avais complètement oublié que le diable était là. Et en fait, je lisais des trucs et je fais mais attends, mais pourquoi ils lisent un truc qui a pas du tout écrit? Et après, quand elle arrive et qu'elle patine là, et que d'un coup tu la vois patiner sur un lac et que t'as le reveal, c'est fou. L'enculé. Tu vois la vois patiner sur un lac, tu fais bah ça a l'air d'aller et tout, et en fait c'est le diable. Et il y a tout ce jeu aussi où tu crois que le cochon c'est le diable, mais pas vraiment. Il prend tellement de formes multiples. Mais tu sais, c'est lui et c'est pas lui. Ça joue avec ta perception aussi. C'est cool qu'ils aient pas changé sa voix d'ailleurs, parce que quand il va voir le meunier, il a la forme d'un petit garçon aussi, mais il a toujours la même voix. Ça met un peu mal à l'aise. C'est le père du réal ou son frère ou quelque chose comme ça, le doubleur du diable. Je crois que c'est son père. Ouais, c'est ça. Mais il a une bonne voix grave. Bonne grosse voix grave et un peu, tu sais, de conteur, tu sais. Ça marche très très bien. Les voix sont super bien castées, Ouais, j'allais dire celle qui fait La Rivière, là, qui est une actrice roumaine qui a joué dans pas mal de films d'ailleurs.
Elle a vraiment, vraiment un petit accent et une voix particulière. Elle me fait penser un peu à la doubleuse qu'on avait eue dans Zarafa, qui double la chef des pirates. Ah oui, C'est un peu ce même genre de voix, c'est un peu avec un accent qui vient rajouter un petit quelque chose en plus, un peu de miel par-dessus la voix et en même temps un truc un peu cassé là. Ça, c'est quand j'ai entendu la voix d'Anaïs de Moustier, j'ai hurlé, j'ai fait « Ah, je la reconnais, elle fait tous les films de Quentin Dupieux, j'adore sa carrière et tout ». Puis j'étais en train de faire « C'est Anaïs, machin ». J'ai dit, je crois, Anaïs de Moustaki, j'ai commencé. Et après, Anaïs de Moustique. Désolé, madame. La fameuse. Excusez-nous, madame. Fidèle jardinier, j'ai mêlé mon sang à celui d'une sorcière. Je ne veux pas de cet enfant. Arrache-lui les yeux et jette-le à la rivière. Tue la mère également. Je ne veux plus les voir. Tue la mère également. Je ne veux plus les voir. Et que là, on l'entend encore dans le son, on comprend qu'il y a les pigeons, on comprend qu'ils montent un escalier en pierre. C'est fou parce que vous n'avez pas besoin de l'image, mais en même temps, on vous mettrait que l'image, vous n'avez pas vraiment besoin du son. Tellement c'est bien fait, les deux viennent se complémenter du coup. Et même dans la vitesse de lecture, il lit, et dès qu'il arrive à sorcière, ça ralentit. T'as une sorte de petit bruit d'ambiance un peu pesant où tu te fais ça pue du cul. Et tout le reste du truc, il est vraiment, il lit, mais il a peur de lire le prochain mot. La façon dont il le répète, et pour être vraiment sûr, comme tu disais, c'est fou. Mais on parlait de l'acteur de doublage là pendant l'extrait, Sacha Bourdeau, qui est un acteur d'origine russe. Et vraiment fait un taf exceptionnel. Chaque comédien et comédienne a été super bien casté. Et le travail est propre, nickel. C'est hyper naturel. Encore un truc qui s'ajoute à l'harmonie totale du film qui marche super bien. Il n'y a rien qui dissonne. Ils forcent pas le trait sur les doublages parce que je pense que les doublages ont été faits après tous les dessins, dans tous les cas. Ce qui n'est pas un process habituel en animation. Si vous vous demandez, en général, c'est plutôt l'inverse, où on a au moins des voix temporaires pour travailler. Pour faire les lip sync, là, il y a peu de lip sync. Et ouais, il y en a même pas, mais en fait, il y en a quasiment pas parfois. En même temps, avec le style d'anime, ils pouvaient juste prendre un dessin, le coller, le faire durer 100 frames et changer à la 100e frame, ça dérange pas. Ils auraient pu faire ce qui se passe parfois dans l'animation japonaise, refaire le lip sync par-dessus, juste en délaissant la bouche. Ou ce qu'on a vu dans les redoublages, par exemple, sur, je crois que c'était Kung Fu Panda 3, ils ont tout redoublé avec du lip sync chinois. Ouais, pour la sortie en Chine. Oh, waouh. Ouais, gros taf. Énorme taf. En fait, il y a tellement de séquences que moi j'aurais voulu prendre. J'ai la séquence quand elle voyage et qu'elle a une deuxième rencontre avec la rivière qui lui dit d'aller à travers les montagnes et de suivre sa source. Il y a aussi la première fois qu'elle part et on la voit changer juste la couche de son enfant dans l'eau. Je sais pas pourquoi, il y a un côté hyper plaisant à voir ça. Juste, elle vit en fait. C'est un personnage qui vit sur l'écran et tu vis un peu avec elle. L'endroit quand ils arrivent à la fin aussi, qui est magnifique, t'as envie. Moi, j'étais là, est-ce que je peux vivre là-bas, s'il vous plaît? Moi aussi, je veux faire caca dans l'herbe. Alors que c'est fou parce qu'en termes de dessin, il y a rien en termes de dessin, tu vois, en termes de concept, de design graphique. T'as pas d'espace, tu sais pas à quoi ça ressemble, t'as juste une impression, une sensation de qu'est-ce que c'est. Tu projettes un truc, un endroit parfait, quoi. On va en reparler dans la potion magique. Et c'est parti. Mais c'est bien de faire caca dans l'herbe. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Robin, tu nous parles. Je vous parle un peu, ça va être très court, mais je voulais un peu aborder justement la relation qu'on a avec les contes. Depuis tout petit, et je sais pas maintenant où est-ce que ça en est avec l'enfance, parce que j'ai pas d'enfant et que je sais pas ça se passe comment maintenant dans la petite enfance. Mais moi, quand j'étais petit, on me racontait les contes de Perrault avant d'aller dormir, ou les contes de Grimm. Enfin, on a tous grandi avec Barbe Bleue, Le Petit Chaperon Rouge, ou tout plein de contes, Réponses, tout plein de choses comme ça. Sauf que moi, on me lisait les versions originales. Et les versions originales, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Ça veut dire, La Jeune Fille sans main, c'est un conte de Grimm qui est assez méconnu. C'est pour ça qu'il a pu l'adapter, mais surtout, il voulait l'adapter parce que c'est une histoire pas très connue. Aller adapter Le Petit Chaperon Rouge, il y en a eu des milliards de versions, quoi. Et en fait... Dont des très mauvaises. Ouais, dont on va parler. Hein, non, c'était Blanche-Neige 2, pardon. On ne sait pas de quoi on parle. C'est ça. Mais, et en fait, je me suis fait j'en parlais avec ma compagne, on se faisait la réflexion de un petit peu ce que Disney en fait avait fait et avait lissé. Et quand on reprend tous les contes de Disney, de La Belle au Bois dormant, ça, ce sont à la base que des contes de Perrault ou de Grimm où ils ont enlevé, ils sont allés lisser les trucs et qui leur plaisaient pas, où ils voulaient pas choquer avec ce qui se passait. Et je vais prendre tout bêtement, c'est pas un conte, mais quand ils ont fait Notre-Dame de Paris, à la fin de Notre-Dame de Paris, Esmeralda, elle finit pendue au milieu de la place publique parce que Frollo, il peut pas la voir. Et donc, s'il peut pas la voir, personne l'aura.
Bon, c'est pas du tout comme ça à la fin de Disney. Et en fait, quand j'ai vu le truc là où elle se fait bouffer par les chiens et on lui coupe les mains et puis c'est cru quoi et on nous montre les trucs. Justement, c'est une princesse du coup. Elle finit en tant que princesse à chier dans l'herbe. Je me suis dit, j'ai jamais vu une princesse qui chie dans l'herbe. Au début, elle pisse sur des poules. Non, c'est comment elle pisse sur des chiens. Elle pisse sur les chiens. Tu vois, les trucs comme ça, je me dis, c'est des trucs où on n'a jamais mis les princesses dans des cas de figure comme ça. Et en fait, c'était vraiment la vérité des contes qu'on écrivait à l'époque. Et je trouve qu'on a vraiment beaucoup édulcoré ça. Je trouve ça triste parce que, bien que ce soit violent, ça permet quand même de raconter métaphoriquement une histoire et de nous faire comprendre que, comment t'appelles quand t'aimes bien l'argent? La cupidité. La cupidité et l'avarice sont un défaut qu'il ne faut pas nourrir et ainsi de suite parce que tu vas forcément récolter les méfaits tout ça. Donc ça c'est vraiment pour le cas de la jeune fille sans main, mais c'était vraiment ce truc là où je me suis dit putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu un conte où on me raconte exactement ce qui se passe, tu vois. La violence des contes de l'époque, que moi j'aimais beaucoup, même si ça fait peur quand t'es petit, et que oui, t'as peur du grand méchant loup et tout ça, mais je trouve que moi ça me manquait, et du coup, avoir vu ce truc-là, c'est pour ça que j'étais aussi vraiment, c'est trop bien, quoi. Et le média de l'animation et la manière dont il l'a apporté, encore une fois, ça a permis de l'adoucir, et là je te laisse enchaîner. Je suis d'accord avec toi et je vais juste, pour compléter ce que tu as dit, citer le réalisateur en fait qui parle de exactement de ce que tu viens de dire. Donc je vous lis sa citation. Il dit « Les thèmes, le corps, l'émancipation et l'amour sont des choses qui intéressent les enfants. Ils n'ont pas de jugement moral. Et s'ils ont peur du diable, le sang ne les effraie pas. Ils ne sont pas choqués non plus par la nudité. Tout est dessiné, rien n'est vrai. On est dans la métaphore. Les enfants le ressentent, les adultes le comprennent. » Et pour moi, ça marche parce que c'est de l'animation. Bah écoute, on peut finir le podcast là-dessus. Écoutez, c'était super. Hein, voilà. Merci, parce que là, tout est dit. On en reparlera. J'ai envie de reparler de ce que tu disais sur les contes Disney, mais pas dans cet épisode, dans l'épisode suivant. Voilà, je vous fais du teasing pour dans 2 semaines. Mais ouais. Quel épisode? Donc ce sera l'épisode sur Paprika. Ok. Parce qu'en fait, on va parler d'adaptation et on va servir un peu de Paprika, mais j'aurais des trucs à rajouter là-dessus. Mais ce que tu dis est valide pour moi et en même temps, j'ai d'autres choses à dire qui vont un peu dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, toujours. Mais pour le coup, plus si on s'appuie sur ce film, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le côté édulcoration. Et voilà. Lui, je pense qu'il a adapté un peu plus littéralement le conte, l'histoire du conte, mais en fait, le visuel c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment ça. Quand la mère se fait bouffer, déjà, c'est surprenant. Ma compagne était partie faire un truc et d'un coup, ça arrive d'un coup. Et ça dure 5 minutes et je fais « Oh !» Elle fait « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai loupé ?» Parce que tout le début, il est quand même assez calme. T'as juste le pacte avec le diable. D'un coup, elle se fait bouffer et je lui remonte. Elle fait « Mais putain, mais ça vient de nulle part. » Et puis, je suis un peu allé feuilleter le conte. Et ouais, c'est exactement les étapes. Toutes les étapes sont là. Petite référence à Simba quand elle tombe dans la rivière et que elle lui souffle une bulle autour d'elle. Oui. J'ai beaucoup aimé. Je reviens de faire Simba et ça m'a fait penser. C'était juste un peu marrant. Sacha, tu voulais nous parler d'animation expérimentale? Exactement, d'expérimentation et d'animation entre Spider-Man et le Spider-Verse et la jeune fille sans main. Waouh! C'est que... Là, t'es parti pour construire un pont. C'est un pont avec... C'est pas celui de l'Atlantide. 10 secondes. Non, mais en vrai, quand j'ai vu le film, j'ai pas du tout pensé à ça en premier. J'ai pensé à 2 courts-métrages que j'avais vus pendant mes études d'anime. Le Moine et le Poisson de Michael Dudok de Witt. Exactement. Et puis L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach. Ouais. Adapté d'un bouquin aussi, ça. Ouais, de Jean Giono, je crois. Ouais. Qui sont 2 courts-métrages d'anime. Excusez-moi, la culture dans ce podcast. Un peu expérimental, un peu abstrait, ou... Enfin, voilà, un peu dans la veine de la jeune fille sans main. Mais après, en fait, je me suis fait la réflexion. Et je sais pas comment mon cerveau a fait ce lien-là, mais une fois que ces 2 références m'ont sauté au visage, et ben j'ai vraiment eu, pas le film en tant que tel, Spider-Man et les Spider-Verse, mais tu sais, tout ce qu'a suivi après. Sony qui a défriché des trucs en essayant plein de choses graphiques, plus que dans la narration, mais dans l'animation et dans le graphisme, ils sont un peu sortis les doigts, ils ont dit vas-y, on tente des trucs, on est fou. Et après, t'as plein de prods qui se sont dit ah bon, ça marche, bah vas-y, nous aussi on essaye un peu. Et dans le genre, tu vois, je pense que le film Ninja Turtle Teenagers là, et bah si Sony ils avaient pas fait leur petit coup de c'est clair que test graphique, il aurait pas la même gueule en fait. Apparemment t'aurais pas tenté le... Attendez, excusez-moi, ils auraient pas pris le risque. Je vous interromps. Voilà, ils auraient pas pris le risque. Le nom français c'est Teenager. Teenager. Ouais.
Attendez, je suis allé chercher les C'est pages TMNT Wikipédia pour pas dire Mutant Mayhem. Mais en le titre québécois, original. c'est le bordel mutant, justement. Ils l'ont Ouais, traduit. ouais, Ok, ouais. d'accord. Le bordel mutant, Chaos je chez pense les pas, mutants, parce ouais. que je pense qu'ils ont trouvé un autre mot que le bordel mutant. Excuse-moi, c'est pas le même film, hein, celui-là. Le bordel mutant, c'est ce qui se passe entre Splinter et Oula, le bug, on veut Scumbag, pas après savoir. le film. J'ai des- Si vous l'avez vu, il y a des une images. grosse scène de roulage de palo déjà dans le film qui est vraiment immonde. Voilà. J'ai des images horribles. Oui, Big non, up- Mutant big up à Mayhem, l'animateur mes qui a animé excuses. ça. Mais tu vois, je me suis dit, il y a un truc comparable dans le fait que on essaye visuellement une expérimentation, quelque chose de pas intuitif, de pas réaliste, qui marche vraiment que dans la 2D, dans la représentation graphique de quelque chose, mais qui sert à représenter quelque chose qu'on connaît tous dans le réel. Genre, tu vois, les émotions des personnages dans La jeune fille sans main, quand son tracé est complètement chaotique, qu'elle a l'air de glitcher de partout parce qu'elle est terrassée par des émotions hyper puissantes, ou quand le père il a un visage de tête de mort. Tu vois, il y a un lien dans ma tête qui s'est fait et je me suis dit que je me suis juste fait ce lien-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Mais je vais rebondir un peu là-dessus. Chaos J'ai chez des- les j'ai des- mutants, J'ai des pardon. trucs. Chaos chez les mutants, le bordel mutant, rien à voir. On va Mais c'est passer mieux que là-dessus. Teenager, En fait, excuse-moi, c'est intéressant pardon. ce que tu dis parce qu'à la base de la base, ce film-là, le réalisateur voulait l'adapter en 2001. Donc il a été contacté par une société de prod dont j'ai perdu le nom. Ouais. Et en gros, le process a duré environ 7 ans avant que le film soit cancel, annulé complètement. Ça coûtait trop d'argent, ils ont dépensé trop d'argent, ça n'avançait plus, bref. Donc en 2008, le truc a été annulé. Puis ensuite, lui, en fait, il a eu, via l'intermédiaire de sa compagne, Chiara Mastra, avec qui il a réalisé Linda veut du poulet, il a eu l'opportunité de faire une résidence en Italie, justement, une résidence artistique pendant je sais pas combien de temps. Et c'est là, en fait, qu'il a fait le film. Et qu'il l'a fait tout seul. Et c'est là, en fait, que, comme tu dis, en fait, il s'est dit, pourquoi pas, en fait. Il a tenté quelque chose, il a improvisé un truc, et il se trouve que ça a marché. Et il y a probablement des projets comme ça qui ne fonctionnent pas, tu vois. Mais de la même manière qu'il y a des projets, comme on l'a vu avec lui, qui se font de manière plus traditionnelle, de manière plus conventionnelle même, on pourrait dire, mais qui ne fonctionnent pas. Et c'est souvent le cas avec l'animation 2D, parce que c'est beaucoup plus, on le sait, c'est beaucoup plus compliqué à financer, à produire. Ouais. Donc, Oui. que l'animation en CGI, tu sais qu'il va y avoir quand même déjà une audience, puis il y a des trucs assez plus consensuels, on va dire. Ce que je trouve cool avec ce côté expérimental, comme tu dis, et t'en as très bien parlé, c'est qu'il s'en sert pour décrire des sensations. Ouais. Et des émotions. c'est là-dessus que je voulais rebondir. C'est que le gars, il a tout fait tout seul, mais surtout, il a tout fait en straight ahead. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de plan dans sa tête. C'est-à-dire, il a pris un dessin et il a fait un dessin après l'autre. Alors, à la fin, il y a eu du montage, etc. Puis il y a eu quelques petites choses comme ça. Mais ça a été un process hyper organique. Et ce qui fait que le résultat à l'écran est hyper organique et nous fait ressentir des choses plus que juste nous les montrer. Notamment quand moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est les dessins quand juste avant qu'elle se fasse couper les mains. C'est tout noir, t'as pas vraiment de silhouette, c'est juste un gribouillis qui arrête pas de bouger. Et j'ai tellement compris où est-ce qu'il voulait en venir, le côté, elle est tellement perturbée dans sa tête, elle est tellement triste, elle a peur. C'est vraiment ce brouillard mental que tu peux avoir des fois. Et, et en fait, il te l'a juste dit, ça c'est le brouillard mental. Et j'imagine qu'en peignant les trucs, il devait être dans l'énergie de ça. Je sais pas. Quand je faisais du dessin à l'école, il y avait des fois où j'arrivais pas à sortir le dessin. Puis d'un coup, par la colère, je sortais un trait que j'avais jamais réussi à faire avant. Et c'est des trucs comme ça où je me dis, c'est certain qu'il a dû passer par des. Ok, vas-y, là, c'est l'émotion de la scène. Vas-y. Et tu vois, même au niveau du spacing des pauses, quand elle se marie, qu'elle a enfin trouvé l'amour et tout ça, tout est beaucoup plus lent. Il y a beaucoup moins de pauses. T'as juste un dessin pour le mariage, on les voit, et t'as un autre dessin, genre 15 frames plus tard, où ils font un câlin et ça bouge plus. Et juste, c'est bon, on a compris. Là où quand elle est vraiment dans la colère, dans l'énervement, il y a beaucoup de dessins qui vont très vite, qui vibrent beaucoup, qui montrent vraiment l'agitation, l'agacement qu'il peut y avoir en fait dans ces moments-là. Et c'est vraiment, c'est sensationnel. Tu sens, tu ressens ce qui se passe et t'es dans l'émotion du personnage. C'est incroyable. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'on se laisse emporter, c'est de l'animation sensorielle. En fait, le réalisateur, il décrit ça comme une animation pour décrire les sensations et qui n'est pas une animation illustrative, en fait. C'est clairement ça. C'est ça, il n'y a rien qui est froid, il n'y a rien qui est rigide, il n'y a rien qui est dur, tu sais. Il n'y a pas de ligne droite, vraiment. Il y a ce côté, avec le jeu avec les couleurs aussi, il décrit beaucoup la profondeur par la couleur. Des fois, il n'y a quasiment pas de décor. Exactement. Il dit, ouais, moi, je voulais pas faire des arbres avec des troncs marrons et des feuilles vertes, j'ai des arbres bleus, violets, orange, peu importe. Il dit, j'utilise des couleurs aussi pour suggérer la profondeur, par exemple, du rouge sur du bleu. Nécessairement, il y en a un qui ressort beaucoup plus que l'autre et qui a l'air d'être à l'avant-plan alors qu'il ne se passe rien, c'est plat. Après, j'avais d'autres exemples de films, pour moi, et je sais pas si vous en avez peut-être aussi, mais qui
qui utilisent l'animation en fait pour décrire les sensations. Par exemple, j'avais Akira, pas tout le film, mais beaucoup des séquences, mais qui est beaucoup plus réaliste aussi dans sa proposition. Deep Sea, qu'on a vu, qui est full là-dedans. Oui, Je pense à Calamity, ça marche notamment pour l'usage des couleurs. Calamity a vraiment ce côté vraiment dans l'espace. Ouais. Mais qui a aussi un rapprochement qu'on peut faire avec le live action, là, parce qu'ils utilisent le format scope. C'est vrai, ouais. Il y en a 2 autres que j'ai notés, Another Day of Life, le Kung Fu Sao. Évidemment, toutes les séquences animées dont on a parlé dans l'épisode. Complètement surréaliste. Comment il nous branche dans le sens du poil. Et voilà. Et le dernier auquel j'ai pensé, bien sûr, mais qui j'ai mis du temps à trouver, c'est Fantasia, en fait. Les 2 Fantasia, c'est exactement ça. C'est comment tu décris les sensations que la musique t'apporte, parce que c'est un film qui sortait sur la musique, et tu les mets en images. Et du coup, attends, j'en ai un autre. Vas-y. C'est pas le film entier, c'est des passages du film. Ratatouille, quand il mange, qui ferme les yeux et que tu as juste des formes qui t'évoquent le goût, qui t'évoquent la sensation que ça fait, ou même des détails d'anime quand il craque le pain et que tu vois l'oreille vibrer de la souris, tu fais oh ouais, c'est ça. Il a l'air tu vois, ça peut bon, se faire, c'est pas que en 2D, et ça même peut moi, se faire en ça me CG. juste d'en parler, ça donne des frissons, quoi, tu vois. Tu parlais de Spider-Verse, évidemment, c'est un très bon exemple de ça. Il y a beaucoup de séquences un peu expérimentales qui sont plus de l'ordre du sensoriel, justement. C'est léger, mais tu vois, je trouve qu'il y avait quand même une volonté, un truc de se dire le Spider-Sense, comment on le représente. Exactement. Je pensais de justement à ça. de réalité et tout. Vas-y, on essaye des trucs, aberrations chromatiques, des lignes sur l'écran, des trucs qui se font pas normalement avec du CGI, quoi. C'est ça. Les personnages, ils respirent graphiquement. C'est une des autres phrases que le réalisateur a dit. C'est quoi pour vous les avantages qu'a l'animation en fait pour justement retranscrire la sensation? Parce qu'on peut le faire au cinéma plus traditionnel, ce qu'on appelle live action, en prise de vue réelle. Mais tu sais, pour moi, il y a des avantages clairs que l'animation a à ce niveau-là, parce que tu as plus cette liberté avec le dessin. Et on voit aussi, il y a beaucoup de films de live action qui incluent des séquences en animation de plus en plus. Ça se fait, le cross-média. Ouais, complètement. Donc la frontière entre les deux est en train de se brouiller. Comment ça, on peut le faire en live action? J'ai pas compris. Bah, t'as plein de films de live action il y a rien qui arrive pas de la même manière. Mais exactement, c'est ça le débat que je veux avoir. Tu le fais pas de la même manière, tu peux le faire, mais est-ce que pour vous l'animation justement a cet avantage-là d'être plus sensoriel? Clairement. Mais après, je sais que par exemple, dans les films, on va utiliser d'autres codes. Je pense qu'il y a des codes dans l'animation que tu peux pas avoir dans les films et inversement. Enfin, en fait, l'animation peut se servir des codes du cinéma, mais avec du film de live action, tu vois, si tu veux, on va plutôt utiliser la couleur. La couleur pour donner une sensation d'information pesante ou tu vois, un truc très bien éclairé, tu te dis ok, tout le monde est joyeux, d'un coup tu mets un truc clair-obscur en vert, t'es directement dans un truc un peu plus angoissant sans le son, tu vois. Il y a des trucs sur la couleur, des trucs sur aussi où est-ce que tu vas placer ta caméra, comment tu vas décentrer le personnage, et en fait tu peux véhiculer ces émotions et ce sentiment via le placement de la caméra, les couleurs, le montage, en fait, comment tu vas alterner. Parce que si tu mets un montage très lent, typiquement, en parlant comme ça, j'ai beaucoup d'images de Tarantino qui me viennent. Mais du coup, tu peux pas faire ça, parce qu'en animation, tu peux aller jusqu'à déformer tes personnages, tes décors, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Alors, oui, tu peux le faire en live action maintenant avec du VFX, mais est-ce que le VFX, c'est pas de l'animation, finalement? On est carrément d'accord. Moi, je dirais que en fait, les deux permettent de ressentir de la sensation avec de l'image. Sauf que quand tu fais du live action, t'as une palette d'outils vachement plus. Moi, j'aurais envie de dire, de mon point de vue, limité, quoi. Tu peux jouer avec les mouvements de caméra, la mise en scène, les lumières, le montage et tout. Et à partir du moment où tu commences à faire entrer des CGI ou à faire entrer de l'animation, t'élargis ta palette de qu'est-ce que je peux faire comme représentation picturale d'une sensation, en fait. Est-ce que tu n'es pas obligé aussi en animation de pousser les choses, d'exagérer les choses? Mais tu vois, tout ce que tu viens de dire là, ça m'a fait penser au dernier Miyazaki. Au début, tu l'as vu, Sacha, pas que je spoil? Non, pas encore. Mais vas-y. Au début, il y a une scène de guerre. Ouais. L'animation qu'il a mis là-dedans te fait tellement sentir la chaleur, l'explosion, le truc de la guerre. Un truc que j'avais jamais vu en animation 2D. Jamais, quoi. Genre, il te reprend, il te ramène à l'école, il te dit, vas-y, on peut faire ça comme ça. Et tu fais, je n'ai jamais vu quelque chose bouger comme ça. Mais c'est clair que, encore une fois, c'est de l'animation et que tu as un pouvoir, en fait, de connexion, je pense, à ton émotion et au tracé sur le papier. Je pense que c'est peut-être aussi plus lié à la 2D, parce que tu vois, dans les exemples que tu as fait, il y a beaucoup de 2D. En CGI, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que tu as un outil tellement compliqué, une machine qui implique tellement plus de choses qu'avant d'arriver au résultat, tu as dû te déconnecter et juste rentrer dans des combats techniques de « Ah oui, mais comment j'applique ça ?» D'où ce qu'on disait sur Deep Sea aussi. Mais sur aussi sur l'interview de Tortue Ninja, sur le pont entre la 2D et la 3D qui maintenant est de plus en plus facile. Ouais, bien sûr. Technologiquement parlant et à mettre en pratique. Et tu vois, par exemple, on reprend sur Spider-Verse, j'ai des amis qui ont animé là sur le deuxième. Ils ont
fait beaucoup d'animation dans Maya, dans leur personnage, et dès qu'ils voulaient rajouter ce moment un peu vibrant, ce moment un peu de colère, d'énervement, ils sont allés toucher les outlines. Les outlines, donc c'est le trait noir qu'on va pouvoir des fois trouver autour du dessin du personnage. Comment ils ont fait ça? Ils avaient un bridge pour aller dans Blender et animer à la main en 2D au Grease Pencil. Un truc qu'en fait, le truc à la main te donne, en fait, que vraiment, la 3D, elle te verrouille dans certains trucs où tu vas pas avoir cette flexibilité, où ça va prendre beaucoup plus de temps avant d'arriver au résultat. Là où la connexion entre ton cerveau et ta main, elle est juste là. Et je pense que lui, voilà, s'il a fait cette retraite en Italie, il devait avoir des tableaux, des canevas de peinture, et juste il peignait avec sa hargne, sa colère, sa tristesse, et il a dû sortir des trucs, je pense même personnellement, il a dû passer par des choses pour sortir le film. En plus, tout seul, c'est vraiment un long process. Mais, Juste tout seul, ouais. Mais je trouve que ouais, la 2D, en tout cas, elle est plus connectée à ce truc-là. Et tu vois, je pensais à Tarantino, je disais tout à l'heure, quand il a voulu raconter, ce qu'on a revu les Kill Bill récemment, quand il a voulu raconter le passif dans le tout premier de l'actrice de Lucy Liu, je sais plus le nom de son personnage, il est passé complètement en 2D il y a un court-métrage d'animation 2D dans le premier Kill Bill, et tu sens la violence par laquelle elle est passée, alors que Tarantino, il n'hésite pas à montrer du sang et tout ça, mais je trouve qu'il y avait tellement plus d'impact à la montrer cachée sous le lit où tu vois juste 2 yeux blancs dans un noir parfait, et d'un coup t'as le sabre qui vient se planter entre ses 2 yeux avec le sang qui coule, qui passe à travers le matelas pour montrer le trauma par laquelle la petite elle est passée quand elle était enfant, que tu vois, il a choisi pourquoi d'un coup il a décidé de faire le switch en animation 2D alors que dans Kill Bill il n'hésite pas à montrer du sang et à montrer des combats. Je pense qu'il s'est dit, j'ai une technique qui va me permettre de montrer ces trucs-là tellement plus fort, avec les couleurs, avec les cadrages. Je peux déformer les perspectives. Les Yakuza qui viennent les attaquer, ils sont complètement déformés. Enfin, il y a vraiment un truc où il a décidé de prendre ce parti pris de je le fais en animation, ça sera plus impactant. Et c'était un bon parti pris. Exactement, ouais. Et ouais, je viens de penser à ta caméra réelle, c'est plus sensationnel. Je viens de penser à un autre exemple, et aussi un contre-exemple dans le même film, c'est dans Le Chapeauté 2. Donc, il y a l'exemple avec la mort, qui est très bien représenté. Surtout la scène où il les est frissons, j'ai le sifflage dans sa tête. Voilà. Donc là, il y a le son, mais il y a aussi toutes les images, notamment quand le chapeauté est dans la grotte avec les miroirs, où il y a ces 9 vies là qui sont représentées, et que d'un coup, il y a la mort qui apparaît dans tous les miroirs d'un coup, commence à tout casser et tout. Et je trouvais ça complètement fort, mais il y a aussi un autre exemple. Ce qui est rigolo, c'est qu'on l'avait fait dans Scoob, mais ça marchait pas du tout. Ah, dommage. Mais ça n'avait pas le même impact. Mais voilà, bon, encore une fois. Oui, après, il y a la qualité d'exécution aussi, quoi. L'idée, c'est ça va. Il y a un contre-exemple, en fait, c'est quand Poté fait une attaque de panique et qu'il y a le chien qui vient le calmer. Et là, ça utilise assez peu de techniques propres à l'animation. Je te dirais, c'est plus des idées de cinéma. Il y a un changement de focale tout doux. Il y a une idée de rythme qui s'installe en fait. Mais surtout déjà montrer une panique attaque en animation, ça n'avait jamais été fait. Ouais, c'est vraiment dur. Mais ça a peut-être déjà été fait, mais j'ai pas de souvenir que ça a été aussi bien fait. Ouais, non, clairement. Quand j'y pense, quand j'essaie de réfléchir aux trucs dans le cinéma live action qui arrivent à représenter aussi bien les émotions et les sensations, moi je pense à des plans où en fait c'est de la grosse triche, tu vois, c'est des trucs à la Gondry où en fait t'as des effets pratiques. Mais Wes Anderson, j'avais en tête aussi. Wes Anderson, tu vois, qui font que en fait tu filmes la réalité avec une caméra réelle, mais tu filmes un truc qui arriverait jamais dans la réalité. Tu te démerdes pour que ça ait l'air. Toutes tes perspectives, que tout rentre dans ton cadre et tout ça. Ouais. Tu vois, je pensais à un plan séquence. Dans l'écume des jours, il y a ça, non? Je sais plus c'était dans quel film, mais je pense à un plan séquence de Gondry où pour faire passer le temps, pour représenter le temps qui passe, t'as la caméra qui est au milieu de la pièce et en steadicam, et ils font plusieurs tours de la pièce. C'est Eternal Sunshine. Et voilà, et pendant que la caméra filme pas, dans le dos de la caméra, t'as tous les gens qui changent de décor, ce qui fait qu'en un seul plan, tu vois tout le décor qui change. Mais ça, en vrai, ça n'existe pas dans la réalité. Donc voilà, c'était dans cette réflexion de, en fait, plus tu t'éloignes de la réalité, t'es obligé d'en venir au trucage, en fait. Ouais, pour représenter les émotions. Du coup, l'animation a nécessairement un avantage parce que t'as plus aucune contrainte physique réelle, quoi. Ouais, exactement. Après, t'as les contraintes techniques avec Maya et autres. Oui, t'as des contraintes de, comme tu dis, de mise en place, d'exécution et de temps, mais mettons que tu fasses comme La Jeune Fille sans main et qu'on te donne, je sais pas, 6, 7 mois, 8 mois pour tout faire toi-même, comme tu veux. Tu crois que ça a pris aussi peu de temps. En fait, c'est juste du boulot. Je sais pas, mais c'était pas si long que ça, je pense. Mais oui, après, c'est juste du boulot, quoi. Pour sortir ce que t'as dans ta tête. Non, je crois que ça lui a mis 4 ans en tout, mais encore une fois, après, je suis certain que le voyage du cerveau à la main quand tu dessines est plus rapide que nous. Derrière se mettre un logiciel de 3D tout gris, avec un viewport, ça te coupe dans ton élan, tu vois. Moi, je vois les gens qui... D'où la planification. Ouais, clairement. Mais tous les gens qui savent dessiner, ils ont un truc en tête, ils ouvrent leur carnet, ils lancent le truc et puis c'est parti, quoi.
Et puis tu vas animer dans ton petit logiciel d'animation 2D en plus maintenant. Voilà, enfin ça va tellement vite. Nous, on veut animer, ok, faut un perso. Comment il est? On le modélise, faut faire un rig. Le rig, il est bien, je peux animer. J'anime dans quoi? Ok, là j'ai des problèmes. Ok, il a les vêtements, il a pas de vêtements. En 2D, tu t'en fous. Tu dessines le Mais on vêtement, passe t'as toujours tout un quand même truc. par le dessin, même si c'est pas Bien sûr, ouais. nécessairement l'animateur qui va le faire. Il y a des concept artistes, il y a du character design, et il y a toute cette recherche de Du coup, notre posing. travail, c'est d'être endurant, de réussir ce marathon et de garder Carrément, l'objectif de l'émotion qu'on veut passer C'est ça. dans le plan. Mais c'est Carrément. aussi, bon, en CGI, ça te demande aussi beaucoup plus de précision. Ouais. Parce que tu peux pas tricher. Enfin, tu peux tricher, mais tu peux. Bah, tu te bats avec C'est des lois plus physiques. exigeant aussi. C'est beaucoup plus exigeant parce que se rapproche plus de la réalité au niveau visuel. Et du coup, il faut que tu sois plus C'est ça. précis, sinon ça se voit tout de suite. Même par exemple, si tu veux faire un lighting un peu réaliste, ça suit les lois de la physique d'un photon qui se déplace dans l'espace. Donc, Oui. faut que ton modèle soit à l'échelle, sinon les réfractions sont pas bonnes. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord que l'animation, elle a un truc que le film n'aura jamais, le film live n'aura jamais, qui est cette liberté de mise en scène et de mélanger Ouais. les styles ensemble, quoi. Je reparlais pour un taf que j'ai commencé là, on parlait de Turning Red et de Pixar et ce côté c'est très pose to pose machin là et tout pour donner beaucoup d'énergie, mais en fait ce qu'ils font aussi très très bien dans ce film là, c'est qu'ils cassent leur style d'animation justement et ils cassent cette espèce de rythme pose to pose qui est complètement pas réaliste pour revenir à l'animation qui est plus classique Pixar, plus réaliste justement pour donner ce contraste et cette sensation de personnage qui prend de l'information, qui prend des émotions tout doucement, il se laisse tellement de temps. En fait, mais c'est pas que les plans sont plus longs, c'est juste que avant tu étais sur des trucs hyper snappy, hyper ça va vite et tout, puis il y a du timing de comique et tout, mais machin. Mais dans le même plan, d'un coup, ça va s'arrêter et ça va partir sur un truc tout doux, tout lent. Ouais. Et en fait, c'est ça qui te donne la respiration nécessaire. T'as pas besoin de rajouter du temps. Et là où ça aurait été beaucoup plus dur à faire, tu peux pas demander à tes acteurs aussi live action de jouer comme des. C'est clair. À moins que ce soit Jim Carrey, peut-être, je sais pas. Tu vois, mais... Ouais, c'est vrai que la tête qu'elle fait quand elle est sous le lit là. Mais après, ça, c'est un truc qu'ils ont, avant de le faire en Turning Red, la réal, elle a fait Bao et elle a pu s'entraîner et chercher son style là-dessus, quoi. Mais quand il pense, c'est vrai que dans beaucoup de prods dans CGI que nous on connaît, l'outil du timing, timing spacing et des pauses, il est souvent trop peu utilisé, tu vois, parce qu'il n'y a pas de contraste dans l'animation. C'est souvent, tu as un style, tu t'y tiens pendant tout le film, alors qu'en vrai, il y aurait moyen de jouer avec des variations pour rajouter encore du contraste, rajouter de l'émotion et de la sensation, quoi. Ce qu'ils ont fait très bien dans le chapeauté entre le switch entre l'anima 2 et l'anima 1. Ouais, ce qui était un peu dans Tortue Ninja aussi, ce qu'on a essayé de faire avec les scènes de baston et les scènes d'acting. Et même Dipsy, le perso, le chef du resto, les têtes qui tapent, c'est moi, si un jour on me dit t'es off model, je fais non, ça c'est off model, mais c'est dans un film. Mais au moins, lui, quand il était dans sa tête et qu'il devait réfléchir, ça marche, même si on parle pas chinois et qu'on lisait pas les sous-titres, je savais où est-ce qu'il en était. Mais c'est clair, ouais. Si vous n'avez pas compris, on vous recommande d'aller voir Dipsy. Hein. Depuis cet été, là, voilà. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce film? Non, je crois qu'on est pas mal. Ce sujet. Non, on est bon. Bienvenue dans l'introduction de la conclusion. Comment je t'ai trop pris de court et deg. Ouais, bah ouais. Bah, je suis là, tu vois, c'est la phase d'un homme qui est deg. Donc c'est la fin de ce podcast, apparemment. Donc, est-ce que vous avez une recommandation? Non, on a introduit la fin, c'est pas encore la fin. Oui, voilà, parce qu'après on peut faire la conclusion de la conclusion. Recommandation. Je suis content d'avoir Sacha pour me soutenir un petit peu parce que. Robin, recommandation, là, tu fais le malin, là. Ouais, alors moi, ma recommandation, c'est Le Moine et le Poisson. C'est 6 minutes d'incroyable animation. Ouais, mais ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, Sacha en a parlé. Le bâtard. Du coup, je recommande ce que Sacha a déjà recommandé et je vous en. Voilà. C'est une recoco.
C'est une re-rococo. On vous recommande aussi, j'en profite au passage pour vous faire de la pub. De suivre le podcast, de mettre des étoiles, de mettre un Oui, like, un non, commentaire. mais surtout, on a fait un épisode, si vous ne l'avez pas écouté, en collaboration avec le pitch presque parfait, sur Pearl. la Tortue Rouge aussi. Ah, la Tortue, celui-là, Le premier d'accord. qu'on a fait, c'est en rapport avec Oui, ta c'est reco vrai, quand même. Oui, d'accord, ok. Un Donc petit voilà, rapport si vous léger, voulez entendre d'horaire, parler quoi. aussi d'un autre, du long métrage que du Doc DeVitt a fait en collaboration d'ailleurs avec les studios de Ghibli, qui est le seul Oui. à ce jour Ah, en on fait une collab collaboration. juste avant que Takahata décède, malheureusement. Exactement. Ah, voilà. on me dit dans l'oreillette qu'on est dans la moitié de la conclusion. Oui, Sacha, recommandation. Moi, ma reco, c'est un film live qui s'appelle Tale of Tales, le conte des contes, qui est un film franco-italo-anglais Ça me qui dit un truc. parle Austro-hongrois. européen, qui parle c'est 3 contes qui s'entremêlent dans un long métrage. 3 voilà. contes des contes qui ont des châteaux qui s'entremêlent. 3 contes Non. De Monte Cristo ou Non, rien à voir. non, ce serait plutôt 3 rois 3 et reines comptes bancaires. qui s'entremêlent dans 3 contes. Voilà. Ouais, c'est une grosse partouze de noblesse, quoi. Donc. Exact. Non, parce que non, ils sont pas ensemble. C'est juste la narration est parallèle. Enfin, D'accord. Tu suis le 1, après tu passes au 2, après tu passes au 3, tu reviens au 1, tu vas au 3. Enfin, bref, voilà quoi. Je vois. 3 je vois. contes. Il est visuellement, il est très beau. Il y a une DA, une lumière, des costumes qui sont incroyables. Je vais essayer de me tenir alors qu'ils sont en train de pédaler dans la semoule. Et surtout, là où pour toi, Robin, c'est que c'est une adaptation de contes. Je sais plus c'est quoi l'origine des contes. Mais c'est des vrais contes à l'ancienne qui sont bien hardcore sa mère, quoi. Quand t'as une bonne nouvelle, t'es toujours un peu en mode, ok, quand est-ce que la mauvaise Ça va nouvelle chier. arrive et que ça va Ouais. chier. C'est des vrais contes. Et ils sont super beaux. Voilà. Tale of Tales. Ça me dit un truc, mais je l'ai pas Ah, vu. on Film parlait italien. de live action très bon et en plus adaptation de conte de Green Knight. Oui. C'était excellent. Ça. Ouais. Il paraît. J'ai pas vu. Recommandation, Et toi, Jean, je vais c'est vous quoi ta recommander. reco Je vais vous recommander un film, un court-métrage du même réalisateur, Sébastien Lennebeck, qui s'appelle Vasco. Premièrement, c'est une leçon sur les silhouettes en animation. Donc voilà, si vous comprenez pas le concept, allez voir, vous allez comprendre. Deuxièmement, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est le monde, c'est le papier c'est le monde. Et c'est tout ce que vous avez Vous avez besoin de 4 savoir heures. pour voir ce film. C'est vraiment, allez le voir, il est sur Vimeo. C'est gratos. C'est un petit kiff. Et je sais pas si on avait recommandé Linda veut du poulet, je suis pas sûr, mais je vous le recommande également. C'est son nouveau film. Il a gagné le Cristal à Annecy en 2023, donc l'année dernière. On en parlera peut-être dans la saison 5. Ouais, très probablement, mais je vous recommande de le J'ai voir. hâte de Comme le ça, le temps qu'on se décide quand on fait l'épisode, vous l'aurez vu. Et voilà, et on vous spoilera pas. Et bienvenue dans la conclusion de la conclusion. Ouh, alors, si cet épisode vous a plu, il faudrait une petite musique d'ascenseur pour ça. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner pour ne pas rater les suivants, que ce soit sur YouTube, Spotify. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce en l'air sur la vidéo. Vous connaissez la Abonnez-vous. chanson. En tout cas, La cloche. merci de nous avoir écoutés. La cloche aussi. Ça marche Merci de pas, nous il y a avoir encore une écoutés et n'oubliez pas, allez voir des films D'animation. Bisous. Du coup, j'ai pas compris, c'était des comptes bancaires ?